Bonjour à tous, je suis Marie Bidot Deschaumes, je suis chef de Bonjour. projet marketing chez Jury Travail. Bienvenue à tous dans cette webconférence, la dernière avant l'été, qui est à destination des entreprises. Donc face à la crise sanitaire que nous traversons, on sait que vous avez encore beaucoup de questions sur ces sujets. Donc on a souhaité mobiliser nos équipes et mettre notre réseau à votre disposition. Et c'est pourquoi nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui Maître Fawaz, qui est avocate en droit des affaires au barreau de Paris. Bonjour Maître, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Marie, c'est moi qui suis enchantée de participer à ce webinaire et bonjour à tous les participants de ce webinaire aujourd'hui. Alors du coup, cette conférence, ça traitera d'un sujet qui intéresse particulièrement les chefs d'entreprise. Alors attendez, excusez-moi, qui intéresse particulièrement les chefs d'entreprise. Donc, comment faire face actuellement aux difficultés économiques, quelles sont les solutions qui s'offrent à elles. Du coup, Maître Fawaz a préparé des réponses. On va vous montrer un petit peu les différentes réponses à ces questions. Voilà, et donc vous trouverez le résumé de toute cette webconférence après en replay. On vous la partagera, on vous l'enverra par email. Donc, pas d'inquiétude à avoir, vous aurez tout à votre disposition. Donc, je vous propose qu'on commence, Maître Fawaz, avec la première question. Nous avons reçu pas mal de questions autour des aides. Une en particulier est revenue souvent. Je souhaite savoir les aides que l'on peut avoir à part le PGE et le chômage partiel afin d'éviter la liquidation. Donc, Maître, si vous avez des conseils à nous donner. Effectivement, c'est une question qui actuellement revient avec la reprise. La trésorerie des entreprises souffre. Beaucoup d'entreprises ont réussi à tenir 2-3 mois, notamment grâce au chômage partiel qui a été mis en place par l'État. Mais actuellement, on assiste effectivement à des difficultés liées à la trésorerie des petites entreprises et aussi des PME, PMI. Donc l'État, pour répondre à ce besoin du tissu entrepreneurial, a mis en place effectivement un certain nombre d'aides et vous avez été nombreux à demander quel type d'aide vous pouviez avoir de l'État pour atténuer l'impact de la crise sanitaire sur les entreprises qui disposent notamment de salariés. Donc effectivement, il y a les prêts garantis par l'État, il y a le chômage partiel, mais ce n'est pas toujours suffisant. Donc, on sait que pendant le confinement et jusqu'à un passé proche, le Fonds de solidarité de l'État prévoyait le versement d'une prime d'un montant de 1 500 € et des aides complémentaires qui étaient versées au cas par cas aux entrepreneurs les plus en difficulté. Alors, il faut savoir que pour également éviter la liquidation judiciaire, vous avez tout un panel d'aides fiscales qui permettent effectivement de négocier avec les impôts des étalements de vos charges fiscales et sociales. Au niveau fiscal, il y a l'étalement ou le report des échéances fiscales. Vous avez également la remise des impôts directs, le report de CFE, le remboursement accéléré de vos crédits d'impôt ou la soumission de vos dossiers au CODEFI. Alors, qu'est-ce que le CODEFI? Le CODEFI, c'est un comité qui a pour objet d'apporter une aide globale aux entreprises en difficulté. Donc voilà déjà un premier panel des aides fiscales qui peuvent vous être apportées. Un second élément, ce sont les aides sociales. Donc dans les aides sociales, par rapport aux salariés pour lesquels vous payez des charges sociales et qui ne sont plus en chômage partiel et qui sont revenus travailler dans l'entreprise, que ce soit en télétravail ou à temps partiel, eh bien, vous avez la possibilité d'obtenir une modulation du paiement des cotisations sociales. Il y a également toujours l'activité partielle et le chômage partiel qui sont reconduits jusqu'en juillet 2020. Alors, vous allez me dire, mais quid d'une injection de fonds directement dans la trésorerie de l'entreprise, notamment pour payer des charges urgentes, des charges d'entreprise urgentes. Alors, il y a un certain nombre d'aides financières que vous pouvez réclamer et que le chef d'entreprise ne connaît pas ou ignore.
On peut voir au niveau des aides d'entreprise les prêts de trésorerie qui sont garantis par l'État et dont vous parliez, hein, le PGE. Mais il y a également les avances remboursables, les prêts à taux bonifiés pour les PME-PMI qui sont fragilisés par la crise. Il faut savoir qu'effectivement, je suis présidente de la commission juridique de l'ONTPE et qu'effectivement, actuellement, on a beaucoup de demandes des petites entreprises qui nous demandent comment on peut effectivement obtenir très rapidement des prêts, des crédits des banques. Donc, il faut effectivement présenter un dossier et un dossier construit à votre banquier. Donc, il faut effectivement avoir un objectif professionnel. Par exemple, j'avais une entreprise hier qui me disait « Oui, je n'ai pas obtenu 10 000 euros par rapport à la banque alors que je suis auto-entrepreneur. » Donc, je lui ai expliqué effectivement que si il était passé par un crédit travaux et que donc effectivement le conseiller clientèle lui avait posé, le directeur de la banque, de la petite banque dans laquelle il est, lui avait imposé des conditions liées à un crédit travaux. Il faut savoir présenter ces dossiers de financement auprès de la banque. Je suis évidemment à votre disposition pour qu'on puisse discuter de cette question. Il y a également l'aide des experts comptables également, parce que souvent les banquiers, lorsque vous demandez un prêt, vous demandent un bilan. Donc, il faut savoir que si vous êtes auto-entrepreneur, il faudra présenter les déclarations fiscales que vous faites, parce que vous ne faites pas de bilan. Mais que par contre, si vous êtes une entreprise avec des salariés, à ce moment-là, il faudra présenter les bilans. Donc, il faudra effectivement avoir l'aide de vos experts comptables également. Alors, il faut savoir qu'il y a un organisme qui permet, en cas de refus de la banque, d'intervenir, c'est le médiateur du crédit, qui travaille beaucoup en ce moment si votre banque refuse un crédit qui est justifié. Et qui sont les difficultés liées à l'épidémie. J'ai eu l'occasion de saisir le médiateur du crédit et c'est un des éléments sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour obtenir un crédit de votre banque. Alors, il faut savoir aussi que BPI France fait pas mal de choses pour les startups, les entrepreneurs et propose un panel d'aides financières qui sont assez intéressantes. Alors, lorsque vous êtes une entreprise innovante ou vous êtes dans un secteur de la tech, et que vous avez par exemple soumissionné un dossier d'aide à l'innovation, il faut savoir qu'actuellement, l'État demande un versement accéléré de ces aides. Donc, vous pouvez relancer pour avoir de manière plus rapide que ce qui était prévu, par exemple en septembre, des aides à l'innovation. Alors, il y a également le ministère de l'économie a mis en place un plan de soutien aux startups, notamment dans certains secteurs comme la tech. Donc ça peut être également un élément à prendre en compte. Vous trouverez toutes les informations sur le site du ministère de l'économie. Vous avez par ailleurs les prêts de trésorerie garantis par l'État, qu'on appelle prévention Covid, qui sont des aides à l'investissement en matériel de protection. Donc les prêts de trésorerie garantis par l'État qui sont de la prévention Covid et qui sont des aides effectivement à l'investissement en matériel de protection. Derrière ça, vous avez différentes aides qui vous sont proposées par vos régions. Donc ça, effectivement, il faut se rapprocher de la région pour connaître les subventions qui peuvent vous être données, notamment dans certains secteurs qui sont des secteurs un peu sinistrés, le secteur du tourisme, le secteur de l'événementiel. Je vous recommande également, alors les administrateurs et les mandataires judiciaires, leur aide est précieuse quand vous êtes déjà en difficulté, notamment en matière de cessation de paiement, parce que vous pouvez vite mettre en place une procédure de sauvegarde avant la liquidation. Donc effectivement, à ce moment-là, il faut faire appel à ces administrateurs et ces mandataires judiciaires. Le seul bémol par rapport à cela, et c'est ce que je peux vous indiquer, c'est qu'effectivement, un administrateur et un mandataire judiciaire est un auxiliaire de justice qui est rémunéré et que donc il aura des honoraires à la clé pour son aide. Donc, c'est quelque chose à manier avec précaution. C'est lié effectivement aux différentes difficultés que vous pouvez avoir et si vous voulez présenter un plan lié à la sauvegarde de votre entreprise avant liquidation. Donc, effectivement, là, vous aurez besoin de l'aide des administrateurs et des mandataires judiciaires. Donc, lorsque vous avez également un conflit avec des clients ou des fournisseurs, ce qui est chose courante actuellement avec la reprise et avec le fait que les fournisseurs ne sont pas payés, vous pouvez faire appel au médiateur par rapport à ça pour mettre en place un échéancier de paiement, un étalement. Vous avez également un fonds que les chefs d'entreprise connaissent mal, le Fonds d'assurance de formation du commerce, de l'industrie, des services, l'AGFIS,
L'AGFI, c'est donc un fonds qui propose des aides. Donc, allez sur leur site internet, regardez, il y a pas mal d'aides qui sont proposées et ça peut être assez intéressant pour votre entreprise. Vous avez également le dispositif de secours économie sociale et solidaire, l'ESS, qui est un dispositif qui peut être également intéressant à mettre en place. Donc, voilà comment, effectivement, on a un panel d'aides qui est assez large et qui pourrait effectivement vous permettre, à vous, chef d'entreprise, d'obtenir quelques subventions qui vous permettront de tenir quelques mois. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question, Marie. Oui, parfait, merci. C'était très complet et avec beaucoup d'exemples. Donc, je pense que c'est parfait pour nos auditeurs. Alors, on va passer à la deuxième question qui va concerner le report et l'annulation de charges. Qu'est-ce qu'on peut reporter et qu'est-ce qu'on peut annuler concrètement? Alors, concrètement, effectivement, au niveau du décalage des charges, c'est un point important. Pendant le confinement, vous en avez tous bénéficié au niveau des entreprises. N'ayez pas de peur là-dessus, d'inquiétude. L'URSSAF est très sensibilisée par rapport à ça. Hier encore, j'étais au tribunal avec les mandataires de l'URSSAF. On a pu négocier pour des chefs d'entreprise ou des entreprises des étalements de paiement devant le magistrat. Donc ça, c'est également un point important. Le réseau URSSAF est très sensibilisé. C'est vrai qu'on a du mal à les joindre. Moi, effectivement, j'ai la possibilité de les joindre à travers les audiences, le réseau judiciaire, puisqu'on a des mandataires de l'URSSAF qu'on connaît à force d'avoir des dossiers par rapport à ça, notamment des dossiers en matière de contrôle URSSAF. Ce que je peux vous dire par rapport à ça, c'est que par le réseau URSSAF, il y a effectivement une possibilité de solliciter l'octroi de délai de paiement, l'ajustement de l'échéancier de cotisation et exceptionnellement, c'est-à-dire il faut pas croire, enfin l'URSSAF n'est pas la Croix-Rouge, évidemment, mais vous pouvez déposer des dossiers qui sont liés à l'intervention de l'action sociale. Évidemment, ce sont des dossiers qui doivent intervenir avant un état de cessation de paiement, c'est-à-dire qu'il faut quand même que l'entreprise soit en mesure de la sauver. À ce moment-là, si vous vous rendez compte que votre dette URSSAF est en train d'augmenter de manière sensible et que vous allez commencer à avoir du mal à la rembourser, sollicitez directement l'URSSAF à travers l'intervention de l'action sociale. Pour l'administration fiscale, il faut effectivement demander des étalements de paiement. Ils sont assez sensibilisés dans les trésoreries, que ce soit pour la CFA, la TVA, l'impôt sur le revenu ou bien effectivement la taxe foncière pour ceux qui encore ont une taxe foncière à régler. Donc effectivement, l'administration fiscale est sensibilisée par cela. Le gouvernement a également, pour les secteurs sinistrés, maintenu un report de factures de gaz, d'électricité, de loyer. Moi, mon conseil, c'est si vous pouvez régler une partie des sommes, réglez-les, parce qu'il ne faut pas que la dette s'accumule et que vous arriviez en septembre à un état de cessation de paiement. Par contre, vous pouvez effectivement étaler pendant encore quelques mois ces charges, dans la mesure où si reprise il y a, on sait qu'effectivement, elle sera plus importante en septembre si nous n'avons pas une deuxième vague au niveau de l'épidémie de Covid-19. Et puis, dans certains secteurs, notamment le secteur sinistré de la restauration, de l'hôtellerie, du tourisme, évidemment, des annulations de charges ont été envisagées au cas par cas. Le gouvernement a été clair là-dessus. Ces secteurs sinistrés, notamment en matière d'hôtellerie, de restauration, pourront obtenir des annulations de charges. Je vous invite à contacter l'URSSAF qui est compétente dans votre région pour pouvoir demander ces annulations de charges. Voilà. Voilà, Marie, ce que je pouvais dire par rapport à ça. Merci beaucoup, c'était très clair. Alors, maintenant, on va passer à la partie qui concerne la liquidation judiciaire. Déjà, dans un premier temps, comment faire pour éviter une liquidation judiciaire? Alors effectivement, on a beaucoup de dirigeants qui nous contactent actuellement au cabinet par rapport à des difficultés liées à la liquidation judiciaire. C'est véritablement un élément, un moment très très difficile pour le chef d'entreprise, mais c'est effectivement là où vous devez quand même vous mobiliser vos ressources pour éviter que cet état de cessation de paiement que vous constatez au quotidien entraîne effectivement la faillite et la mort de votre entreprise.
Alors, comment vous devez faire pour éviter la liquidation judiciaire? Moi, j'ai plusieurs conseils qui sont issus de mon expérience au fur et à mesure des années et effectivement, qui sont des conseils pratiques, mais aussi juridiques. Donc, les premiers, c'est effectivement, vous me direz, c'est un conseil simple, mais malheureusement, on se rend compte que beaucoup de dirigeants ne surveillent pas assez la comptabilité de leur entreprise. Il faut vraiment que vous surveillez avec le directeur financier, avec l'expert comptable ou avec la comptable qui est dans l'entreprise, vos charges sociales et fiscales. Parce que qui assigne suite en liquidation judiciaire en général, si vous ne les avez pas contactés, si vous n'avez pas négocié avec eux, c'est toujours l'URSSAF et les impôts. Donc, en général, quand le dirigeant d'entreprise reçoit une assignation, c'est souvent effectivement l'URSSAF qui assigne une caisse, par exemple une caisse de sécurité sociale ou les impôts. La seconde chose, c'est qu'effectivement, il y aura à la reprise, donc certains secteurs, c'est le 22 juin, et on sait qu'il y aura une reprise générale à partir du 22 juin. Il faut effectivement limiter les dépenses générales. À mon sens, c'est une des réunions auxquelles vous ne pouvez pas échapper. Il faut réunir votre équipe, limiter effectivement les charges, les consultants, tout ce qui est pas essentiel à l'activité de l'entreprise. Il faut se débarrasser également des équipements qui vous paraîtraient trop consommateurs ou inutiles. Dans ce cas-là, il faut qu'un audit soit fait par un de vos salariés là-dessus. Qu'est-ce qui coûte le plus cher? On ne se rend pas compte, mais par exemple, une photocopieuse est un investissement pour une entreprise. Regardez les consommables, les équipements, les fournitures. Est-ce qu'on ne peut pas faire des économies? Est-ce qu'on ne peut pas utiliser moins de papier? Ce genre de règles très simples et de bon sens qui permettent sur 1 mois, 2 mois, 3 mois de faire des économies significatives. Pour cela, effectivement, votre office manager, donc, ou la personne, la DAF ou la chargée au niveau de votre entreprise, va devoir reprendre tous les contrats de fourniture, de services avec vos fournisseurs, vos prestataires, les contrats cadres à long terme, pour les réviser et les négocier. C'est un travail qui va prendre 1 mois, 2 mois. Nous, au cabinet, effectivement, on nous transmet pas mal de contrats à renégocier, à réviser, avec des nouvelles clauses, avec des nouveaux tarifs, parce qu'effectivement, la crise est passée par là. Et effectivement, on ne peut plus accepter des conditions tarifaires qu'on acceptait sans problème avant la crise. Donc ça, effectivement, entraîne en fait une gestion très précautionneuse, une gestion raisonnable, raisonnée au niveau de votre trésorerie, et ça vous permet d'assurer le contrôle de votre trésorerie. Un autre point essentiel et qui est mis effectivement dans notre résumé, c'est qu'il ne faut pas négliger les délais de facturation aux clients. Donc effectivement, on a eu du mal à reprendre après le 11 mai parce que beaucoup encore de gens n'étaient pas encore revenus au travail et ont trouvé effectivement un peu cavalier d'envoyer tout de suite une facture. Il faut effectivement, maintenant qu'on est au mois de juin, l'épisode du Covid-19 est passé, il faut reprendre la facturation. Il faut faire attention aux délais de retard, ne pas hésiter à envoyer des relances, utiliser les intérêts de retard qui indemnisent le retard qui a déjà été pris. Et si effectivement vous voyez et vous constatez que les délais de paiement ne sont pas respectés, ne pas hésiter effectivement à relancer ou à mettre en demeure le client fautif. Il faut également, et ça, je pense que tout chef d'entreprise l'a déjà dans sa tête, pendant 2 mois, 3 mois, ça a travaillé pendant le confinement. Il faut relancer le plan d'activité, imaginer de nouvelles actions commerciales, de nouvelles actions marketing en vue de capter de nouveaux marchés. Ça, c'est effectivement un des points essentiels. Parce que si vous arrivez dans un état de cessation de paiement, que derrière, on se rend compte que l'entreprise est viable, vous éviterez peut-être la liquidation de votre entreprise, mais vous passerez peut-être par la case redressement judiciaire qui est l'option qui est donnée quand, par exemple, il y a des chances de survie de l'entreprise. Et surtout, actuellement, malheureusement, on travaille beaucoup dessus parce qu'on a pas mal de plans sociaux qui nous sont demandés au niveau des entreprises. Il faut évaluer le personnel, le coût du personnel et effectivement envisager peut-être 1 ou 2 ou 3 licenciements pour motif économique si on se rend compte que le poste n'est pas viable ou trop cher à l'entreprise. Voilà.
effectivement, malheureusement, un des points qui actuellement est vraiment réévalué par les chefs d'entreprise, parce que ce qui coûte cher également, c'est le personnel et les charges sociales. Donc, vous pouvez, par rapport à ça, vous faire accompagner par des conseils spécialisés. Nous, effectivement, au cabinet, on le fait très régulièrement, hein, parce que le c'est la en place d'un ancien tribunal et très régulièrement une procédure judiciaire qui n'avait pas une question, mais plutôt une procédure judiciaire, une procédure judiciaire de redressement. Et ainsi, Maître Fawaz, on vous a mal entendu pendant vos dernières phrases parce que j'ai l'impression qu'il y a eu un problème de son ou d'internet. oui. Voilà, si vous pouvez reprendre juste sur les derniers propos que. Oui, voilà. Ce que j'expliquais effectivement, c'est que par rapport aux procédures collectives ou au redressement judiciaire, mon conseil, c'est de se faire accompagner d'un conseil spécialisé en la matière, parce que effectivement, vous avez le dépôt d'un dossier qui est assez important. Et effectivement, le chef d'entreprise est entre guillemets un peu largué lorsqu'il s'agit de déposer ce type de dossier au tribunal de commerce. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Parfait. Merci beaucoup pour votre retour d'expérience dessus. Vous avez d'autres points à ajouter sur la liquidation judiciaire? Non, je pense qu'on a bien fait le tour là-dessus. Éviter la liquidation judiciaire. Voilà, exactement. Je pense que on a fait un tour assez exhaustif de la question. Mais du coup, si vous avez besoin de conseils personnalisés parmi les auditeurs, n'hésitez pas à contacter Maître Fawaz sur ces points-là. Je suis à votre disposition. Faut-il se mettre en cessation de paiement avant de passer en liquidation? Si la liquidation est engagée, que se passe-t-il au niveau du remboursement de certains crédits bancaires? Alors, effectivement, lorsque vous déposez un dossier de liquidation au tribunal, il faut effectuer une déclaration de cessation de paiement auprès du tribunal de commerce. Hein. C'était le dossier important dont je vous parlais. C'est un formulaire qu'on imprime et qu'on télécharge sur le greffe du tribunal de commerce concerné, hein, tribunal de commerce de Paris, de Nanterre, de Créteil, ou bien de Nice ou de Cannes. Et la cessation de paiement, en fait, se distingue d'autres situations. Il faut bien comprendre ce qu'est la cessation de paiement. Si vous avez uniquement des difficultés et que vous voulez juste effectivement avoir un étalement de vos charges, il y a peut-être d'autres procédures collectives que vous pouvez engager. Cela n'est pas constitutif d'un état de cessation de paiement. L'insolvabilité, la situation doit être irrémédiablement compromise. Et ça ne doit pas être une gêne momentanée ou la poursuite d'une exploitation déficitaire. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire par rapport à la cessation de paiement. Alors, que se passe-t-il Alors, il y a un autre slide, effectivement, sur le remboursement des crédits bancaires. Donc, je vous invite, Marie, à le mettre en œuvre. Donc, sur les crédits bancaires, il faut savoir que les dettes fiscales, sociales et fournisseurs dans le cadre d'une liquidation judiciaire peuvent bénéficier en fait d'un plan d'apurement qui est décidé par le liquidateur judiciaire sur plusieurs années, 10 ans étant la durée maximum. Si les actifs sont insuffisants et qu'il n'y a vraiment pas d'argent dans la caisse, hein, le tribunal va clôturer la procédure pour insuffisance d'actifs. Et les dettes bancaires, il faut savoir, c'était l'objet de la question qui nous a été posée, les dettes bancaires peuvent toujours bénéficier de dispositions d'étalement ou d'extinction. C'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. La banque, en fait, déclare sa créance au liquidateur et le liquidateur ensuite négocie avec la banque et met en place, s'il y a de l'argent, c'est-à-dire si la vente du matériel, la vente des actifs de la société a apporté des fonds, eh bien, par exemple, un fonds de commerce qui est vendu, voilà. Et à ce moment-là, on met en place un plan d'étalement et on paie au fur et à mesure les dettes bancaires. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire sur la question, Marie. Merci beaucoup, c'était très clair.
Alors, une autre question qui a été posée. Ma société vient d'être liquidée. Je suis caution à titre personnel auprès des banques. Quelle solution s'offre à moi pour limiter la portée de ces cautions? Alors effectivement, c'est malheureusement une problématique qui revient beaucoup pour le chef d'entreprise, hein, notamment dans les TPE, TPI qu'on conseille et les PME, PMI. Hein, le chef d'entreprise mouille la chemise. Donc quand vous êtes caution à titre personnel, la première chose qu'il faut faire, si votre société est en liquidation, c'est d'abord prendre immédiatement contact avec la banque et négocier avec la banque pour voir si on peut faire quelque chose tant sur le principal que sur les intérêts. Si on se rend compte que, et actuellement les banques sont très frileuses, on a vraiment une chape de plomb qui s'abat et la banque ne veut rien entendre, dans ce cas-là, il va falloir engager une procédure judiciaire qui va pas forcément être, vous n'allez pas être forcément à l'initiative, c'est la banque qui va l'engager parce qu'elle va essayer de récupérer l'argent via votre patrimoine personnel. Et à ce moment-là, moi, j'ai pas mal de procédures de ce type, hein, puisqu'on conseille les chefs d'entreprise. À ce moment-là, en fait, on invoque, il y a un certain nombre d'exceptions qui sont inhérentes à la dette, des exceptions personnelles. Il faut savoir que depuis une jurisprudence de la Cour de cassation, le dirigeant d'entreprise peut être considéré comme un prêteur, comme un particulier, comme un prêteur. Donc, il a droit aux mêmes protections que la protection qui est accordée aux prêteurs particuliers, hein, aux consommateurs lambda. Donc, il y a des articles du Code qui protègent et ce sont ces exceptions personnelles ou inhérentes à la dette que vous invoquerez au tribunal si vous êtes effectivement si vous faites l'objet d'une procédure judiciaire de recouvrement de la dette à l'égard de votre patrimoine personnel par la banque en raison de la caution que vous aviez signée il y a 2, 3, 4, 5 ans. Voilà. Donc, on a des dossiers, on a effectivement une règle qui est très intéressante, qui est la règle du cautionnement qui est manifestement disproportionnée par rapport au patrimoine personnel du dirigeant. Et ce type d'exception, nous l'utilisons très régulièrement dans nos dossiers au tribunal pour éviter que votre patrimoine personnel soit engagé lorsque vous avez signé une caution un peu trop rapidement au moment de l'octroi du prêt pour votre société. Voilà. J'espère que c'est assez complet. C'était très complet, merci beaucoup. Alors, on va passer à la thématique du licenciement économique. Sur quel KPI défendable devant une instance juridique puis-je entreprendre une action de type licenciement économique? Est-ce qu'un budget prévisionnel, une tendance sur les commandes suffiront pour planifier un licenciement au moment le plus opportun? Alors, donc effectivement, là, on passe à un tout autre sujet qui est le licenciement économique. Donc, comme je vous parlais effectivement au début de mon intervention, c'est vrai qu'on a actuellement, on a énormément de demandes par rapport au licenciement économique. Avant tout, il faut que vous identifiez le motif économique. Qu'est-ce qu'un licenciement pour motif économique? Alors, un licenciement pour motif économique, c'est un licenciement qui est effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs qui n'est pas inhérent à la personne du salarié et qui va résulter de la suppression ou de la transformation d'emploi ou d'une modification qui est refusée par le salarié d'un élément essentiel de son contrat de travail. Par exemple, vous lui demandez une modification de son poste de travail, une modification du lieu de travail. Donc, tous ces éléments-là font que si le salarié refuse, vous êtes à un moment obligé d'invoquer un motif économique pour le licencier. Alors, qu'est-ce que peut être le motif économique? Ça peut être des difficultés économiques liées à une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation substantielle de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation. Tout autre élément qui est de nature à justifier ces difficultés économiques. Cela peut être également des mutations technologiques, des mutations qui sont liées à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, ou effectivement un autre point noir, la cessation d'activité de l'entreprise.
Donc voilà effectivement un des premiers points que vous devez identifier lorsque vous faites votre réunion avec la DRH, le RH, ou bien simplement dans les petites entreprises avec la comptable. Voilà. Ensuite, il faut que la baisse du chiffre d'affaires soit considérée comme significative. Alors, on a effectivement des grades, hein, des durées. On sait que pour les entreprises de moins de 11 salariés, eh bien, il faut que la baisse du chiffre d'affaires, elle est considérée comme significative si elle a duré d'un trimestre, parce que c'est effectivement un quart de votre chiffre d'affaires hein, qui a énormément baissé d'une année sur l'autre. Pour une entreprise entre 11 salariés et 50 salariés, on passe à 2 trimestres. 2 trimestres, effectivement, où on constate une baisse durable du chiffre d'affaires. Et quand c'est une entreprise de plus de 50 salariés et de moins de 300 salariés, on peut arriver effectivement à une baisse du chiffre d'affaires sur 3 trimestres. Et enfin, pour les entreprises de 300 salariés et plus, on a des baisses de chiffre d'affaires en général sur un an, sur 4 trimestres. Donc effectivement, là, si effectivement vous êtes à ce niveau-là de baisse de chiffre d'affaires, vous tenez votre motif économique. Alors, Marie, sur l'autre slide, effectivement, il y avait également un autre élément de réponse qu'on devait apporter. Oui, tout à fait. Sur les points d'attention qu'on doit apporter pour le licenciement économique, le dirigeant doit se poser une première question. Alors, effectivement, là, on s'adresse à un panel d'intervenants qui est assez diversifié. Donc, moi, dans le cadre de la commission juridique que je préside à la loi TPE, c'est plutôt des TPI, TPE. Donc, ce n'est pas des entités qui appartiennent à un groupe. Maintenant, quand on s'adresse au niveau du cabinet à des groupes, il faut toujours déterminer quel est le groupe. Pourquoi? Parce que ça détermine le périmètre de l'obligation de reclassement. Si vous êtes une société et que vous avez des sociétés sœurs, si vous licenciez pour motif économique un commercial et qu'il y a d'autres postes de commerciaux dans le reste du groupe, vous êtes obligé et tenu par la loi de le lui proposer. Donc, c'est effectivement un des éléments que vous pouvez mettre en avant et que vous pouvez proposer au commercial qui se fait licencier pour motif économique. Donc, toujours identifier si l'entreprise appartient à un groupe ou non. C'est un des éléments sur lesquels vous devez effectivement pointer votre attention. Un autre point d'attention, c'est toujours le motif. Il faut décortiquer le motif de licenciement économique et sa définition légale. Alors, comment vous le décortiquez? Quelle est la raison qui pousse le chef d'entreprise à entreprendre son action? Donc, c'est l'élément original. Quel est l'élément matériel, c'est-à-dire la baisse du chiffre d'affaires, la baisse des commandes, une trésorerie très, très limitée, une restructuration du groupe, une restructuration de l'entreprise qui est obligatoire parce que, par exemple, notamment dans le secteur de l'hôtellerie, de la restauration, eh bien, on se rend compte que le restaurant ne fonctionne plus, on doit le fermer, donc on doit licencier les serveurs et on doit garder par contre les femmes de chambre de l'hôtel et les réceptionnistes de l'hôtel. Donc, ça peut être une restructuration de ce type-là, c'est-à-dire une restructuration d'une activité qui périclite et dans laquelle vous n'avez plus besoin de ce personnel spécialisé. Voilà. Donc, je pense que là, l'exemple est criant. Ensuite, chaque motif économique doit comporter un élément originel, c'est-à-dire qu'est-ce qui a entraîné ce motif économique et ensuite l'élément matériel. Je ne peux que vous conseiller effectivement, si vous mettez en place plusieurs licenciements pour motif économique, de prendre un avocat qui rédigera les lettres de licenciement et qui suivra la procédure parce que la procédure en matière économique est assez complexe. Donc, je suis également, notre cabinet fait ça très régulièrement et c'est vrai qu'il y a des délais, légaux, la procédure est vraiment complexe et la rédaction de la lettre, même si la loi Macron a quand même un peu assoupli la rédaction de la lettre de licenciement. La rédaction de la lettre de licenciement pour motif économique nécessite vraiment d'être précis dans les motifs pour ne pas ensuite se faire condamner au prud'homme parce que le motif économique n'aurait pas été assez précis. Voilà.
J'espère avoir été assez complète là-dessus. Oui, merci Matt, c'était très complet. On a ensuite une autre question du coup sur le licenciement économique avec le lien avec le chômage partiel. Est-il possible de lancer une procédure de licenciement économique alors que nous avons encore des salariés en chômage partiel? Alors là, la question se pose. Alors, il faut savoir que l'article 11 de la loi sur le Covid-19, décréter l'état d'urgence sanitaire, a vocation à généraliser le chômage partiel, notamment pour limiter les ruptures du contrat de travail et atténuer les effets de la baisse d'activité, et donc faciliter le recours à l'activité partielle. Donc, c'est une des mesures qui a été prise par le gouvernement pour sauvegarder l'emploi des Français. Mais est-ce que, entre-temps, si par exemple, là, à la reprise, vous vous rendez compte que le chômage partiel n'est pas une solution, de toute manière, effectivement, vous allez faire l'objet d'une restructuration parce que, par exemple, prenons le cas d'une agence d'événementiel dont les événements de 2021 ont été déprogrammés. Il est clair que même si elle est en chômage partiel, l'agence souffre. Nombre de ces missions ont été annulées, donc elle n'a plus besoin d'autant de salariés qu'elle en avait besoin avant. Elle sait qu'en 2021, l'activité ne va pas reprendre, donc naturellement, il faut qu'elle mette en place des licenciements pour motif économique. Donc, évidemment, le gouvernement n'interdit pas à des gens qui ont pris des salariés en chômage partiel de licencier pour motif économique. Ce qui est interdit, c'est de prendre des dividendes dans une société qui fait des bénéfices et qui fait appel au chômage partiel. C'est là où il y avait une interdiction sur la loi sur l'état d'urgence sanitaire. Voilà. Effectivement, que j'ai été claire là-dessus. Logique, oui, très clair. Alors, on va passer à la partie qui concerne les restructurations. Qu'est-ce qui revient déjà moins cher à l'entreprise, un plan social ou des ruptures conventionnelles? Alors, donc voilà une question très très concrète qu'on nous a posée aussi. Nous qui faisons au cabinet pas mal de plans sociaux ou de ruptures conventionnelles, notre avis est le suivant. Là, c'est un avis donc de professionnels spécialisés en la matière. En général, pour nous, parce que là, on a vraiment une question concrète que pose en général le chef d'entreprise, et c'est vrai qu'on ne parle pas de pommes ou de poires, mais effectivement, on parle d'un plan social qui va être mis en place et qui va concerner beaucoup de salariés, plus de 9, et donc effectivement, les pouvoirs publics, lorsque vous mettez en place un plan social, considèrent que vous devez regrouper un ensemble de mesures qui doivent être destinées à limiter le nombre de licenciements, notamment par des mesures de reclassement. Donc, à notre sens, ce qui coûte très cher à l'entreprise, en général, c'est le plan social, plus que les ruptures conventionnelles. Alors, cette question est un peu biaisée parce que là, on dit un plan social ou des ruptures conventionnelles. On met en place un plan social lorsqu'on a plus de 9 ruptures conventionnelles. Donc, c'est un passage obligé. Alors, je ne sais pas également si on nous parle des accords d'entreprise qui sont les accords de rupture conventionnelle. Quoi qu'il en soit, à notre sens, le plan social est effectivement ce qui coûte le plus cher à l'entreprise, parce qu'il va prévoir un ensemble de mesures de reclassement qui sont très importantes. Il faut savoir que vous allez régler aux salariés qui fait l'objet d'un plan de sauvegarde de l'emploi et qui est dans le PSE, dans le plan de sauvegarde de l'emploi. Il va devoir percevoir une indemnité majorée de licenciement, une indemnité de départ volontaire, une aide à la mobilité géographique si par exemple il trouve un emploi dans une autre ville en France ou en province s'il est à Paris et qu'il va en province, une aide à la mobilité au sein du groupe. Il y a également des aides qui sont prévues pour ceux qui envisagent de créer leur entreprise, par exemple 1 000 euros, 1 500 euros, ou bien un plan d'accompagnement sur 6 mois. Il y a également des aides qui doivent être prévues dans les plans de sauvegarde de l'emploi pour la réinsertion professionnelle ou le reclassement. Donc, c'est vrai que ce sont des aides financières assez importantes et que donc un plan social et un plan de sauvegarde de l'emploi est effectivement, à mon sens, une des mesures qui coûtent le plus cher à l'entreprise. Voilà ma réponse à cela.
Merci beaucoup. Alors, on a eu une réaction sur le chat concernant la question précédente et la fin quand vous abordiez le fait que les dividendes, c'était le versement des dividendes qui n'était pas autorisé en période de chômage partiel. Donc, une personne demande si c'est les dividendes sur l'exercice en cours. Oui, c'est les dividendes sur l'exercice en cours. À la fin de l'année, donc à la fin de l'année 2020, si en 2021 vous percevez des dividendes et que vous avez fait appel au chômage partiel, l'État a mis en place des dispositions pour interdire ce versement-là. Parce que c'est logique, c'est-à-dire que si vous faites appel à l'État et que vous preniez des fonds publics, c'est parce que, a priori, vous n'allez pas faire de bénéfices en 2020. Donc, vous versez des dividendes sur 2020, paraissait un peu immoral au gouvernement. Donc, il a mis en place cette mesure, notamment, c'est destiné surtout à la finance. C'est destiné surtout aux entreprises du secteur de la finance, aux entreprises du CAC 40, où on a vu des entreprises verser des dividendes à des actionnaires étrangers. Donc, c'est une mesure gouvernementale qui a été prise pour limiter ce type de comportement ou d'attitude. J'ai aucun jugement de valeur à apporter là-dessus, hein, parce que nous, on a effectivement comme clients des dirigeants, des chefs d'entreprise qui considèrent qu'ils ont droit à leurs dividendes. Mais effectivement, légalement, c'est une des mesures qui a été prise par ce gouvernement-là. Voilà. Merci beaucoup pour ce complément d'information. Je vous en prie. Alors, eh ben, nous allons passer, je crois que c'est l'avant-dernière question sur le plan de sauvegarde de l'emploi. Quelles sont les obligations contenues dans un plan de sauvegarde de l'emploi? Alors, donc, ce sont des obligations légales hein, qui sont prévues par le Code du travail. Et donc, n'importe quel plan de sauvegarde de l'emploi doit contenir ces mesures. Donc, le chef d'entreprise doit vraiment faire attention à ce que toutes ces mesures soient bien incluses dans le plan de sauvegarde de l'emploi, parce que la sanction, c'est la nullité du PSE. Hein. Il faut bien comprendre que si elles ne sont pas intégrées, vous risquez la nullité du PSE avec des actions en contestation devant les conseils des prud'hommes. Donc, il faut effectivement prévoir des actions de reclassement interne sur le territoire national, hein, en France, pour des emplois qui relèvent de la même catégorie ou qui équivaut à ceux qu'ils occupent. Il faut également prévoir des créations d'activités nouvelles par l'entreprise. C'est notamment le cas pour des salariés qui, par exemple, vous proposent via la création d'une entreprise de faire un peu du consulting pour la société. Il faut des actions qui favorisent le reclassement externe, donc ne pas hésiter à diffuser le CV des salariés qui sont inclus dans le PSE à d'autres entreprises ou bien à des fédérations nationales, régionales qui pourraient leur proposer des postes. Il faut également des actions de soutien à la création d'activités nouvelles et à la reprise d'activités existantes par les salariés. Donc, effectivement, vous pouvez intégrer un fonds de solidarité ou ce genre de choses. Il faut surtout des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience et de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés. Donc, un salarié qui a été licencié et qui est dans le PSE pourra faire une formation de 18 mois à 24 mois dans une nouvelle réorientation professionnelle. Il faut des mesures de réduction ou d'aménagement de la durée du travail. Ça, c'est notamment le cas dans le secteur secondaire, hein, au niveau des usines, des industries. Peut-être prévoir des horaires allégés qui permettront en fait de faire des économies pour l'entreprise parce qu'il y a une baisse des commandes significative. Il faut des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires qui sont effectuées de manière régulière. Donc, si l'entreprise est à 39 heures, pourquoi ne pas passer à 35 heures hebdomadaires ou bien, oui, effectivement, ça peut être également un des points sur lequel le PSE peut prévoir des mesures. Alors, toutes ces mesures, il faut le savoir, sont contrôlées par la directe. Donc, il faut vraiment que ces mesures soient suivies dans le PSE puisque la directe accompagne le plan social. Donc, si elle voit qu'effectivement, certaines mesures qui sont des mesures légales obligatoires et qui sont des obligations légales du chef d'entreprise n'ont pas été respectées, eh bien, le plan social que vous présentez à la directe ne sera pas homologué. Donc, voilà un des points importants.
Et toujours pour les salariés âgés, donc ceux qui ont la cinquantaine et plus, il faut intégrer un plan de reclassement ou qui présente des caractéristiques sociales qui tendent à leur réinsertion professionnelle. Donc ça, c'est à travers l'aide de plusieurs organismes. Et je vais d'ailleurs, c'est une des questions, je crois, qu'on m'a posées, hein, Marie. C'est des choses que vous pouvez voir avec des organismes spécialisés. Voilà. Je vous remercie. Tout à fait, c'est tout à fait la question qui suit et qui sera du coup la dernière de cette webconférence. Voilà. Quels sont les organismes auxquels une entreprise peut faire appel dans le cadre d'un reclassement? Alors, voilà, donc c'est la transition par rapport à la précédente question, c'est-à-dire que effectivement, vous prenez connaissance des différentes mesures qu'on vous dit dans un PSE, et honnêtement, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui étaient assez perplexes et qui ont fait appel à nous parce qu'ils ne comprenaient pas quel type de mesures ils pouvaient mettre en place. Alors, sachez que ces types de mesures liées au reclassement, notamment des salariés âgés, des bassins d'emploi sinistrés. Vous pouvez en discuter directement avec la directe, avec les organisations syndicales, donc le délégué, les membres du CSE qui sont présents dans l'entreprise et qui sont syndiqués. Vous pouvez en parler avec l'AFPA, l'AFPA. On a mis sur le webinar l'association. Il faut également contacter Pôle emploi, qui met en place des actions de formation dans le cadre des PSE. Et pour les cadres qui seraient intégrés dans le PSE, là, l'APEC, qui est l'association pour les cadres, propose et conseille les dirigeants, notamment sur les mesures de reclassement externe, puisqu'ils ont un fonds spécifique, notamment pour les cadres, et notamment par rapport aux propositions d'emploi. Donc, vous pouvez diffuser les CV de vos cadres auprès de l'APEC et les contacter directement pour travailler sur le PSE et les différentes mesures de réorientation et de réinsertion professionnelle qu'on peut proposer aux cadres. Voilà un certain nombre d'organismes auxquels l'entreprise peut faire appel pour mettre en place le PSE. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire et exhaustive sur cette question, Marie. Même si on a un peu, par rapport au temps qui nous était dédié, un peu dépassé le temps écoulé. Voilà. C'était très clair, c'était parfait. J'espère que tous nos auditeurs auront eu les réponses à leurs questions. Et n'hésitez pas à contacter Maître Fawaz si vous avez des besoins de conseils juridiques plus avancés et des questions personnelles qui n'auraient pas été traitées lors de cette webconférence. Merci encore Maître Fawaz d'avoir accepté notre invitation pour animer cette webconférence. C'était un plaisir, je vous remercie. C'est toujours un plaisir de collaborer avec Jury Travail. Et c'était un plaisir également de pouvoir donner des informations à tous les participants. J'espère que cela se passera au mieux pour leurs entreprises respectives. Merci. Merci beaucoup. Pour rester informé, vous avez encore notre page à votre disposition www.jurytravail.com/coronavirus. Il y a encore des articles dessus. Vous avez aussi toutes les anciennes vidéos des webconférences précédentes. Alors, c'était notre dernière session de webconférence avant la rentrée de septembre, mais on vous retrouve en septembre avec des nouveaux sujets. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à contacter Maître Fawaz. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Bonne journée, Marie, et bonne journée à tout le monde. Au revoir. Au revoir.